Alors je pense qu'en ce moment vous êtes au courant, ça parle énormément du F-35, mais également du Rafale aux informations. Pourquoi? Eh bien parce qu'un avion de combat, c'est avant tout un message politique. Et le choix de l'avion de combat, surtout pour certaines nations européennes, a un gigantesque impact sur leur défense nationale, notamment depuis cette semaine, avec le fait que la B-61-12, la bombe nucléaire faible charge, 0,3 à 50 kilotonnes américaine, est compatible officiellement avec le F-35. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est pas un match classique où on va regarder les performances PPT du F-35, les comparer au Rafale et puis se dire il y en a un qui est plus mieux que l'autre. Non, ça ne va pas être ça l'idée. Aujourd'hui, il va y avoir un biais. Ce biais, c'est un biais d'opérateur, donc d'utilisateur au combat que j'ai été avec le Rafale. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le gros danger quand on fait ces comparaisons est de basculer du côté politique, du côté du côté budget, qui sont des aspects totalement légitimes pour une nation qui souhaite acquérir un avion, mais quand vous prenez le parti du pilote qui monte dans l'avion avec un état final recherché, avec une mission à accomplir, on va pas se mentir, on regarde pas la dépense et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le meilleur matériel possible pour faire la mission. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ces fameux avions Omni-Role, quel type de mission ils peuvent réaliser, vous faire découvrir un petit peu ces différentes missions, comment le Rafale peut les faire, comment le F-35 peut les faire, et ensuite se poser certaines questions autour de la survivabilité de ces aéronefs et de leur mise en œuvre dans un contexte de guerre de haute intensité. Le tout avec ce biais complètement assumé de celui de l'opérateur, du pilote qui va devoir mettre ses fesses sur le siège éjectable. Allez, on attaque. Et aujourd'hui, cette vidéo longue, elle est rendue possible par un de nos partenaires les plus anciens, Conflict of Nations. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits. Et en ce moment, eh bien, vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Dans le monde de la chasse moderne, vous avez différents types de missions. Ces missions dépendent de l'objectif pour lequel vous décollez avec votre aéronef. Si par exemple vous devez attaquer des troupes au sol, eh bien ce n'est pas la même chose que si vous devez défendre un espace aérien. On parle donc de missions air-sol quand vous allez projeter de la puissance face au sol. Dans cet air-sol, il y a soit du bombardement à longue distance avec par exemple un missile, soit il y a de l'appui à des troupes au sol en étant proche d'elles, ce qu'on appelle du close air support, de l'appui aérien rapproché, ou alors il y a une sorte de mix des deux avec des cibles connues à l'avance, planifiées, que vous allez devoir impacter. Ça, c'est la partie air-sol. Après, vous avez la partie air-air. Dans le monde de l'air-air, il y a le combat BVR, Beyond Visual Range, au-delà de la portée visuelle, qui se fait la tête dans votre radar à plusieurs dizaines de kilomètres, plutôt en moyenne ou haute altitude. Et ensuite, vous avez le combat rapproché qui se fait quand même de moins en moins, même si il revient à la mode avec les interceptions de drones qui se font à des distances extrêmement proches, mais face à, pour l'instant, des drones qui ne manœuvrent pas plus que ça. Ensuite, vous avez la suppression des défenses adverses, ce qu'on appelle la SEAD ou la DEAD, Suppression ou Destruction of Enemy Air Defense. Là, l'objectif, eh bien, c'est de détruire, d'éteindre les radars adverses pour pas qu'ils puissent vous désigner à des lanceurs basés au sol qui puissent après tirer des missiles qui viennent vous impacter. Alors, ça fait déjà pas mal de missions, mais on en a en plus.
Vous avez les missions air-mer. Quand vous attaquez une flotte à la mer, un navire, un porte-avions, ce sont des missions air-mer qui nécessitent des options spéciales au niveau de l'avion, notamment au niveau du radar, qui doit être ce qu'on appelle un radar qui passe en mode air-mer pour détecter les navires, et de l'armement qui va pouvoir taper un bâtiment, un navire, qui se déplace des fois à 50-60 km/h. Si vous souhaitez mixer un petit peu tout ça, vous avez la swing. Ça balance entre vous rentrez en air-air, vous faites du tir air-sol, vous ressortez en air-air ou vous protégez l'espace. La swing, cette capacité à changer de chapeau et de pouvoir faire peut-être votre propre chemin pour entrer en territoire ennemi, tirer vos bombes, protéger la zone le temps que par exemple des Mirage 2000D, ce qu'on appelle des MUD, des avions d'attaque au sol, viennent faire leur truc et après vous protégez tout le monde sur la sortie. De manière globale, quand on fait une mission, c'est très simple. On a la phase d'admin, où on décolle les avions, on les rassemble du porte-avions ou de la base, et ensuite on fait l'ingress. On va vers la zone de combat chez l'adversaire. Ensuite, on a la phase tactique, et après on a l'igress, on ressort de cette phase tactique pour après rentrer à la maison. Pendant ces trajets, vous allez peut-être faire des ravitaillements, car le talon d'Achille des avions de chasse, ce sont leurs consommations de carburant. Si vous êtes à fond sur la post-combustion, votre consommation n'a rien à voir avec si vous êtes sur la réserve ou si vous êtes à des vitesses plus faibles, de l'ordre de 300 nœuds en attente. Autre point qui va énormément impacter votre consommation, c'est ce que vous avez sous les ailes. Cela va également impacter votre surface équivalente radar. Souvent, on vous dit que le Rafale est un avion discret. En meeting aérien, avec rien sous les ailes, absolument. Commencez à mettre 6 bombes, des missiles, des bidons, il n'y a plus grand-chose de discret, et votre consommation explose. C'est là où on va voir que des fois, avoir une soute peut avoir un avantage. Même si vous êtes plus lourd, vous allez consommer plus. Votre surface équivalente radar, donc ce que l'adversaire va réussir à voir le retour radar qu'il aura de votre avion, mais également votre consommation de carburant seront moins impactées, mais surtout, votre vitesse maximale, nous allons en parler. Il nous reste quelques autres petites spécificités, car oui, le métier de pilote de chasse moderne, vraiment beaucoup de spécificités, de matière si vous voulez à maîtriser. On a également la reconnaissance. Par exemple, on a un excellent pod de reconnaissance qui pèse près d'1 tonne sur Rafale pour faire des photos et après donner tout ça aux officiers renseignements. On a également la capacité de ravitaillement où un Rafale, en buddy-buddy comme on dit, de copain à copain, peut ravitailler un autre Rafale, spécificité du Rafale Marine. Donc on va remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. On va surtout faire simple. Et si c'est un format qui vous plaît, ce que je vous propose, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, c'est de vous créer des petites missions air-sol, air-air, swing, et de mettre tout ça au tableau et de vous montrer comment cette mission serait faite par un Rafale, tout en restant en source ouverte, ou par un F-35 ou équivalent avion de 5e génération. Allez, on attaque. Alors regardons dans un premier temps l'air-sol. Quand vous voulez faire de l'air-sol, il y a différentes distances, comme on disait. Soit vous voulez tirer un missile à longue distance. Un missile à longue distance, par exemple le Rafale, va emmener du scalp. On en a beaucoup entendu parler en Ukraine. De son côté, le F-35 a également de l'armement qu'il peut mettre en œuvre à longue distance, mais là on est souvent sur des missiles tellement gros qu'on va avoir du mal à les mettre en soute. Ça veut donc dire que pour pouvoir faire ce type de tir, emmener un missile vers un point de tir, le F-35 va sûrement devoir sacrifier sa furtivité. Donc quand on regarde d'un côté le F-35, de l'autre le Rafale, en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage à prendre un F-35 plus moderne qu'un Rafale, car la furtivité du F-35 ne sera pas optimale du fait de cet emport en soute externe. Par contre, on n'a pas vraiment besoin de la furtivité. Pourquoi? Parce qu'on tire, comme on dit, stand-off, à longue distance. Donc en soi, dans ce cas-là, on a juste besoin d'un avion bombardier qui vient atteindre un point de tir, normalement dans une zone qu'on maîtrise, pour pouvoir être vecteur de tir de cette arme. Donc là, Rafale, Gripen, Typhoon, F-35, ils vont tous pouvoir faire le job. Tout dépend en fait du type d'armement qui vous intéresse. Et là, il faut être franc, côté américain, vous avez un petit peu plus de choix que ce qu'on propose sur Rafale. Ce qu'on a sur Rafale fonctionne très bien aussi. Là où ça change un tout petit peu, c'est quand on commence à tirer proche. Quand on tire proche, on va utiliser différents types de bombes, avec différents types de guidage. Dans l'aviation de chasse moderne, en Occident, on utilise plutôt ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, des frappes de précision. Vous allez donc avoir un kit de guidage sur votre corps de bombe qui va de manière précise faire impacter la bombe au bon endroit. Soit c'est un guidage GNSS, GPS pour les Américains, GPS pour les Européens et les Français, ou pourquoi pas du Galileo. Et là, il vous faut les coordonnées.
Alors ces coordonnées, soit vous sont données par des troupes au sol, soit vous pouvez directement les extraire depuis votre avion. Et là, que ce soit en Rafale ou que ce soit en F-35, vous avez la capacité, avec vos capteurs embarqués, de savoir exactement extraire des coordonnées, les mettre après dans la bombe et envoyer votre bombe dessus. La seule différence, c'est que le F-35 va stocker ses bombes à l'intérieur de sa soute, là où le Rafale aura ses bombes en extérieur, ce qui aura un plus gros impact sur sa SER, un plus gros impact sur sa consommation, mais également un impact sur sa vitesse maximum. Le Rafale ne pourra pas passer certaines vitesses du fait de cet angle sport externe, là où le F-35, si besoin, pourra quand même accélérer. On voit la même chose par exemple avec le F-22. Maintenant, il y a un autre type de guidage, c'est le guidage laser. Vous mettez un code laser et soit des troupes au sol, soit un autre avion, soit votre avion, soit un drone, va illuminer laser la cible. À ce moment-là, même concept, vous avez le F-35 qui peut porter les bombes en soute, qui va ouvrir sa soute, tirer. Le Rafale, c'est sous les ailes, ça va tomber. Mais là, il y a une différence, c'est que le Rafale, pour pouvoir guider la bombe, va devoir emporter un pod, dit pod de désignation laser. Le tout dernier, c'est le Talios, et des nouvelles mises à jour arrivent pour avoir du traitement IA pour vous faciliter la vie en tant que pilote. De ce côté-là, les Américains avec le F-35 ont un petit avantage avec l'EOTS, qui est un système qui est toujours à bord. Ça veut donc dire que vous n'avez pas besoin de faire monter un optionnel, comme on dit, un pod sur votre avion. Et si tous vos avions dans la flotte ont leur EOTS, eh ben, n'importe qui peut partir faire par exemple une mission de close air support ou une mission d'appui-feu. C'est un petit peu plus souple, ça va plus vite et vous n'avez pas besoin de gérer votre stock de pods. Et en plus, quand on a un pod, eh bien, ça vient faire de la traînée, ça vient faire de la surface équivalente radar supplémentaire, ça vient consommer plus. Donc, léger avantage à un système intégré avec cette EOTS qui est quand même plus simple et on voit la qualité est quand même assez bluffante. On peut rajouter un point supplémentaire, c'est la présence du viseur de casque et la capacité pour un pilote de F-35 à regarder au travers son avion grâce à des caméras. Donc, léger avantage au F-35 de ce côté-là, même si le Rafale de son côté est en train d'essayer de remonter un petit peu la pente, notamment avec l'arrivée des viseurs de casque qui faisaient grand défaut à mon époque au combat parce que le viseur de casque sert également pour de l'attaque au sol. C'est une bonne chose que ça arrive dans les forces. Donc, en résumé, si vous devez faire de l'attaque au sol, les deux avions vont pouvoir très bien le faire. Et là où vous allez avoir un très léger avantage, c'est du côté du F-35, avec cette capacité à embarquer les bombes en soute, ce qui vous permettra d'accélérer supersonique si besoin pendant votre vol d'entrée ou de retour, et le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un pod supplémentaire à l'extérieur, cette petite verrue qui va augmenter la traînée, qui va également complexifier la gestion des optionnels pour vos mécaniciens et pour vos planificateurs. Au niveau de l'armement, par contre, on a un gros avantage sur le Rafale, c'est le fameux A2SM. L'A2SM, c'est une bombe avec son propre propulseur. Vous êtes dans quelque chose qui est entre le missile longue portée et la bombe. Une bombe qui a cette capacité à allumer son booster et aller plus loin. Alors, les Américains, maintenant, avec des petites bombes qui ont des ailes, on a beaucoup vu en Ukraine, ont également cette capacité à porter un petit peu, mais il est à noter que la SBU, que le Hammer, que l'A2SM est une excellente bombe et que cela vient permettre au Rafale d'être un atout très précieux pour le close air support. Donc là, si demain, vous me dites, tu dois partir aider des troupes sur le front, je vais demander le niveau de la menace sol-air dans la zone. S'il n'y a pas de menace particulière, je prends le Rafale. Pourquoi je prends le Rafale? Parce que c'est un bimoteur, parce qu'il est sain, parce que je le connais accessoirement, mais parce qu'il est simple, bien pensé et qui fera le job. Je n'ai absolument aucun doute. Maintenant, s'il y a une menace avec, par exemple, des systèmes S300, S400 ou équivalents qui peuvent me gêner, eh bien là, je vais plutôt monter dans le F-35 car sa furtivité devrait me faciliter la vie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la mission en Rafale, mais en Rafale, ça va vouloir dire qu'il va falloir peut-être que je reste à très basse altitude, que je me cache, j'ai plus de charge de travail, ça va être plus compliqué pour moi. Il va falloir que grâce à la tactique, grâce à ma maîtrise, grâce à mon entraînement, j'arrive à mettre en défaut les S300, les S400, ce qui est tout à fait possible, mais ça va me demander plus de travail. Donc ma vie sera plus facile, et pour le contribuable, ça veut dire que l'entraînement peut être plus bas pour un pilote avec un avion furtif dans ce type d'environnement. Les deux avions peuvent faire le job. La vie sera plus facile pour le pilote du F-35 que pour le pilote du Rafale, même si dans les deux cas, on pourra faire la mission. L'air-air.
un sujet moi que j'adore, c'est le combat aérien et surtout le combat aérien de longue distance. En fait, c'est de la géométrie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire de vous des experts en RR, mais plus de vous donner un petit peu des grandes bases de compréhension. Un radar, c'est une lampe, une maglite si vous voulez, et vous éclairez avec votre radar. Si en face, la cible arrive à rester cachée à votre lampe, il y a de grandes chances que ça se passe mal pour vous. Et c'est pour ça que des fortunes colossales ont été investies dans la furtivité. Or, cette furtivité, elle est réfléchie pour une certaine forme d'onde, la forme X-ray, et pour faire très simple, il y a quand même des petits moyens pour réussir à repérer des avions furtifs. Et la prochaine grande étape, ce sera grâce à des satellites. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Là, l'idée vraiment sur laquelle je vais vous laisser, c'est que quand vous faites de l'RR longue portée, c'est généralement soit pour maîtriser un espace aérien de manière défensive ou de manière offensive pour permettre à vos troupes d'avancer. À partir de là, au-delà de faire de l'attrition, votre objectif, c'est de maintenir une menace à distance. Comment est-ce qu'on maintient cette menace à distance? Soit en lui faisant peur, elle sait que si elle se rapproche tôt, elle se prend un missile, soit en allant la surprendre, en lui faisant une embuscade et la détruire. Comment est-ce qu'on arrive à surprendre un ennemi? Il faut se cacher. Comment est-ce qu'on se cache? Soit on dispose d'un avion furtif, soit on vole très bas, avec tous nos systèmes radioélectroniques éteints, de manière à ne pas être détecté par les capteurs passifs de l'adversaire, et au dernier moment, surprise, on arrive, on ouvre le feu, et on surprend l'adversaire. Pour réussir ce type de mission, il y a des panels d'armement qui sont divers et variés. Sur F-35, vous avez les fameux AMRAAM, vous avez également de l'ASRAAM. Dans le futur, vous allez avoir l'AIM-260, qui est un missile qui va porter très très loin contre les tankers, les avions radars. Et vous allez également avoir l'intégration du missile Météor sur F-35 qui est en train d'avoir lieu. Du côté du Rafale, Météor, qui est un excellent missile, Mika nouvelle génération, qui va être un missile qui vient très loin, mais moins loin que le Météor, le Mika. Et après, vous êtes sur des armes plutôt de combat rapproché, le canon, et forcément, les missiles infrarouges, AIM-9X, principalement dans le cas du F-35, Mika IR, dans le cas du Rafale. Donc là, on pourrait parler toute la journée des portées d'engagement. On va faire très simple. Les deux, à terme, vont pouvoir emmener du Météor, ou même les Américains auront de l'AIM-260. Toute la problématique du combat aérien du futur, c'est quoi? C'est réussir à détecter la cible le premier, ouvrir le feu sans que l'adversaire ne s'en rende compte. Et il y a un sujet sur lequel, eh bien, ça m'étonne un petit peu, mais on n'entend pas grand-chose, c'est la capacité de radars modernes, parce que maintenant on a des antennes actives, à détecter, accrochez-vous bien, eh bien les missiles qui vous viennent dessus. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils y arrivent, je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire sur cette chaîne même si je le savais, mais qu'en est-il de la capacité d'un radar moderne de F-35, dernière version du Rafale, à voir quand vous avez un AIM-260, un Météor, un AA-12, un AA-10 Charlie, qui sont comme des très gros missiles, qui vous viennent dessus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous pouvez avoir un avion furtif. Si votre missile n'est pas furtif, eh bien ça va permettre à votre adversaire de réagir, de faire demi-tour, d'éviter votre missile. Sauf si votre furtivité est telle que vous pouvez vous rapprocher tellement de l'adversaire qu'au moment où vous ouvrez le feu, votre missile a une probabilité de tuer l'adversaire qui est extrêmement haute, ce qu'on appelle la no escape zone, la zone dans laquelle, eh bien, même si l'adversaire manœuvre dans tous les sens, le missile arrive avec tellement d'énergie qu'il y a très peu de chances que vous en sortiez. Maintenant, attention, il y a un autre point à prendre en compte également. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas si un missile moderne type Fox 3, type Météor, type Mika-EM, tiré contre un avion furtif, en phase finale de vol, quand le missile va ouvrir son petit œil, parce qu'il a un petit radar, en bande X-ray, est-ce qu'il va réussir à détecter l'avion furtif? Et c'est là où c'est extrêmement intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, pour ce genre de combat, eh bien, il y a énormément de suppositions, mais il y a très peu d'expériences réelles. Car la plupart des tirs qu'on a vus ces dernières années, eh bien, c'était pas entre avions de 5e génération ou contre des avions de 5e génération. Donc il y a, il faut le dire, une inconnue. Alors oui, en combat aérien rapproché, pour un vol d'entraînement au canon, je monte tout de suite dans le Rafale et je sais que je vais éclater le F-35. Mais la vraie problématique du combat aérien, c'est que vous devez faire une mission de protection de l'espace aérien, c'est est-ce que sur un vol de nuit, avec un pilote de F-35 malin, avec mon Rafale, je vais réussir à le détecter, ou est-ce qu'il va pouvoir se rapprocher, ouvrir le feu à une distance où je ne pourrai plus éviter son missile même si je le détecte, et je vais me faire punir sans avoir jamais vu la menace. À l'heure actuelle,
les avions américains, quand ils volent et quand ils font des entraînements, ils ont des petits systèmes qui leur permettent d'augmenter leur surface équivalente radar, ce qui les rend radarisables, ce qui fait que les adversaires des pays de l'OTAN, on arrive à les voir. Le jour de la guerre, vous vous doutez bien qu'ils vont couper ces petits systèmes. Si vous voulez mon avis personnel, je pense qu'un avion furtif, l'endroit où il est le plus facile à détruire, c'est quand il est au parking, au sol ou en maintenance. Maintenant, des systèmes existent, comme par exemple les systèmes infrarouges, les caméras embarquées, mais dans certaines conditions, c'est pas toujours évident à utiliser, et surtout, l'adversaire a conscience de ses talons d'Achille, et vous avez des choses qui sont prises au pilote, comme par exemple la conduite moteur, qui fait qu'à une certaine distance, vous n'allez pas utiliser trop votre moteur. Vous arrivez avec un excédent d'énergie, puis là, vous allez réduire votre moteur pour refroidir un petit peu l'arrière de votre avion et vous rendre moins détectable face à des capteurs infrarouges. Donc, pour répondre à la question, si demain je dois partir faire une mission de protection / de supériorité de l'espace aérien, est-ce que je monte dans un avion furtif ou dans un avion non furtif? Eh bien, la réponse est, ça dépend de la menace attendue en face. Si la menace attendue en face est une menace de 3 ou 4e ou 4.5 génération, j'ai aucun souci à monter dans un Rafale. Je sais que c'est un excellent avion, je monte, je pense, dedans. Et là, j'ai un biais de pilote de Rafale, parce que je sais que je vais y arriver. Maintenant, si la menace, c'est de la 4.5 ou de la 5e génération, je ne vous cache pas que là, pour accomplir la mission, ce qu'est ce que le citoyen attend de moi, je vais plutôt monter dans l'avion furtif. On attaque maintenant la Suppression of Enemy Air Defense. Alors là, c'est simple. Depuis le Martel, en France, on s'est dit non, en fait, on ne fait plus. Donc, heureusement, la France a décidé de changer un peu de politique et il a été décidé de créer un missile pour faire de la Suppression of Enemy Air Defense dans le futur. Donc, ce talon d'Achille va être compensé. En attendant, les Américains ont prouvé avec le F-35, et notamment avec l'AARGM ER-88G, eh bien qu'ils savent faire, et ils ont même des portées extrêmement intéressantes. Donc à l'heure actuelle, pour faire de la Suppression of Enemy Air Defense, on monte dans le F-35, ça marche, c'est combat proven, c'est des années de retour d'expérience, grosse culture américaine là-dedans, et donc les yeux fermés, vous prenez le F-35 pour faire de la SID dans les prochaines années. À voir quand on va rattraper notre retard en France, dans quelques années, on en rediscutera, mais monter dans un avion furtif qui peut embarquer du missile spécialement dédié en soute, c'est quand même beaucoup plus une situation d'avenir que commencer à se battre à très basse altitude, et ce sera donc, encore une fois, beaucoup plus simple pour le pilote de F-35 d'atteindre l'objectif que pour le pilote de Rafale, même si le pilote de Rafale a des capacités, je pense, à faire la mission, c'est juste qu'il faudra un niveau d'expertise, d'expérience, d'artisanat qui est plus élevé. On regarde maintenant la mission Air-Mer. La mission Air-Mer, je suis arrivé sur Rafale en même temps que la mission Air-Mer et l'Exocet. À l'heure actuelle, vous avez différents types de missiles et en France, ça réfléchit avec les Britanniques aux futurs missiles anti-navires. Alors, c'est pas demain la veille qui va arriver. Pour l'instant, il existe, je crois, que sur le papier. Il doit faire 800 kg, 300 km de portée, 200 kg de charge militaire. Ça, c'est pour l'instant du PowerPoint. Côté américain, par contre, ça, ils ont testé l'AGM 158. Donc là, c'est en externe. Donc le F-35, encore une fois, dès que c'est du gros missile, il dit adieu à sa furtivité. Mais par contre, le bestiau, il fait 1 tonne 2. Vous avez une charge militaire de 450 kg et 200 nautiques de portée. Donc vous n'avez pas besoin d'être furtif. Vous tirez bien au-delà des distances auxquelles le bateau peut vous engager. Du côté de l'Exocet, ce qu'on va retrouver en source ouverte, c'est un missile qui fait 670 kg, 165 kg de charge militaire et une portée de l'ordre de Wikipédia 50 à 70 km. Donc pour l'air-mer, pour en avoir fait en Rafale, c'est un excellent avion qui, avec ses capteurs, va vous permettre, sans prendre de risque, de détecter le bateau, de le désigner, d'ouvrir le feu dessus. Mais on a à l'heure actuelle de l'armement qui est plus petit que ce que les Américains proposent, qui est de l'armement beaucoup plus massif. Donc si vous voulez attaquer un porte-avions, si vous voulez attaquer un très gros bâtiment, eh bien il va vous falloir moins de missiles, moins de vecteurs, moins d'avions si vous vous attaquez avec des F-35 que si vous faites un strike avec des Rafales. Maintenant, on en revient au sujet d'avant, tirer un missile plus gros, c'est peut-être un missile qui sera plus facile à détecter par la menace, donc tout se discute. J'ai envie de vous dire, si demain il faut aller couler un bateau, fonction de la taille du bateau, je serais très content de prendre un Rafale pour y aller parce que j'ai aucun doute que le Rafale pourra faire la mission. Allez, on va parler un petit peu en reconnaissance. Et la reconnaissance, on a un excellent pod qui permet de transmettre en temps réel les informations au bateau
avec le Rafale, donc c'est très haute qualité, excellent avion pour faire de la reconnaissance, pour faire du ravitaillement buddy-buddy également le Rafale, parce que le F-35 tout simplement n'a pas la capacité à l'heure actuelle. Et on arrive donc sur la dernière mission, qui est le fameux swing. On n'est pas là pour danser, on est là pour accomplir une mission de manière plutôt autonome, ce qui est souvent ce qui est demandé au groupe de l'aéronaval. Alors pour la swing, je ne vais pas vous mentir, vous connaissez mon point de vue, je préfère un avion avec des soutes. Pourquoi je préfère un avion avec des soutes? Parce qu'à partir du moment où vous avez un avion Typhoon, F-18, Rafale, avec tout son armement à l'extérieur, ça va plus traîner d'un point de vue aérodynamique, mais surtout ça va vous limiter en accélération. Et quand vous voulez tirer un missile RR, plus vous êtes rapide, plus il va porter loin. Et également, on en a déjà parlé sur la chaîne, eh bien, si vous avez un adversaire qui vous met 1 point de Mach en vitesse de rapprochement, ça fait 18 km par minute, et vous ne pouvez rien faire, vous n'allez pas pouvoir vous enfuir, vous n'allez pas pouvoir gagner un avantage technique et lui avoir de l'armement qui porte plus que vous. Donc avoir cette capacité à pouvoir accélérer et passer supersonique, c'est quand même une excellente chose en swing. Donc moi, pour un vol de swing, je préfère partir avec un avion qui a des soutes, qui a son armement en interne, parce que tout simplement, j'ai plus d'options qui sont ouvertes. Si j'y vais avec le Rafale, si c'est de l'attaque au sol, après derrière, je vais être bloqué à des vitesses subsoniques. Avec le F-35, avec un F-22, ça ne va pas être le cas, donc je vais avoir plus de flexibilité. Maintenant, comment compenser ça? Eh bien, c'est très simple, en comprenant que ce concept d'omni-role, c'est un excellent concept marketing, mais que pour des avions de 4.5 génération, ça veut dire que votre avion peut tout faire, mais il faut choisir avant le vol pour le configurer de la bonne manière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos décideurs? Avoir par exemple une flotte de 400 avions avec 200 avions de défense aérienne, 200 avions d'attaque au sol, et se dire, en fait, je vais avoir une flotte beaucoup plus petite parce que mes avions peuvent tout faire, et en fait, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que quand vous allez faire votre mission, il va quand même vous falloir spécialiser vos avions, spécialiser les configurations, et envoyer des rafales avec les bombes, faire l'air-sol, et éventuellement un peu de swing en autodéfense, mais les accompagner par des rafales en configuration RR avec une capacité supersonique, une capacité à arriver haut, rapide et à faire détonner le dispositif de protection ennemi. Et donc, il vous faut quand même des avions. Et pour pouvoir aller tirer, on va dire 12 bombes sur l'objectif, eh bien, oui, il vous faut 2 rafales pour le faire. Et ces rafales peuvent emporter de l'armement RR, mais si vous voulez que ça se passe parfaitement et récupérer vos avions derrière, c'est pas une mauvaise chose de les faire accompagner par 2 avions qui, eux, vont être en RR. Comme ça, j'ai 2 avions qui ont une capacité swing s'il faut, mais je mets 2 avions spécialisés dans les RR qui vont me donner d'excellentes performances, et là, on fait parfaitement le job. Là où, il faut être franc, 2 F-35 pourraient suffire. Maintenant qu'on a vu la partie purement opérationnelle, je vous propose qu'on regarde d'autres sujets qui intéressent forcément également les opérationnels. Alors tout ça, c'est bien beau, mais vous l'aurez compris, pour l'instant, eh bien, j'ai fait mon analyse autour d'un petit vol avec quelques avions. Et la réalité, eh bien, c'est que si vous devez faire une guerre de haute intensité, vous n'allez pas juste faire que quelques vols. Vous allez rentrer dans un dispositif et, dans le cas de la France, sauf si, un petit peu comme la guerre des Malouines, la France se retrouve attaquée au sud du tropique du Cancer et en dehors de la zone de l'OTAN, il y a quand même de grandes chances que l'on intervienne avec d'autres nations. Et à ce moment-là, l'interopérabilité devient extrêmement importante. Si tous les autres pays travaillent en F-35, ils vont pouvoir facilement se connecter au même cloud, au même réseau, partager des informations et décupler leurs capacités. Si au milieu de ce dispositif, vous êtes là avec vos quelques rafales, vos quelques drones, vous allez avoir un gros problème, un peu comme Android versus Apple. Donc la notion d'interopérabilité est extrêmement importante dans la guerre de haute technologie. Mais au-delà de cette interopérabilité, un autre problème est également celui de la souveraineté. Et à l'heure actuelle, Français, à utiliser du Rafale, nous n'avons aucun doute sur notre souveraineté. Par contre, et vous l'aurez vu, c'est un gros sujet politique pour nos voisins qui doivent acheter de l'armement. Comme je vous l'avais dit, cette vidéo reste focalisée sur le point de vue utilisateur opérationnel, mais la réalité de la guerre, la réalité de la vente d'armement va bien au-delà des problématiques d'un 2 ou 3 gallons qui doit faire sa mission de combat. Et qu'on le veuille ou non, dès qu'on parle d'aviation de combat, cela devient forcément politique. Or, le problème est le suivant,
avec l'allongement de la durée des programmes, les programmes et ces décisions engagent en fait plusieurs gouvernements qui ne sont pas forcément toujours parfaitement raccords. Et il est indispensable de comprendre que l'engagement sur un avion de combat, c'est un engagement pour 30, 40, parfois 50 ans. Regardez le B-52. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire fondre le cerveau, donc on va faire très simple. La question de la survivabilité, c'est se dire, si je prends l'avion, est-ce qu'il va me ramener à la maison? Et pour ça, on va pas se mentir, j'ai fait du Super Étendard qui est monomoteur, j'ai fait du Rafale qui est bimoteur, je préfère du bimoteur. Donc entre un F-35 monomoteur et un Rafale bimoteur, si vous me laissez le choix pour juste aller faire un vol, pourquoi pas au-dessus de grandes zones inhospitalières, la mer, la forêt, la montagne, je préfère monter clairement dans un Rafale. Pour moi, c'est beaucoup plus une situation d'avenir. Et c'est pas un hasard si extrêmement peu de Rafales ont été perdus et si aucun Rafale, je touche du bois, à l'heure actuelle n'a été perdu sur une panne moteur. On a eu une panne de carburant, il n'y a plus de carburant à bord pour un Rafale Marine, mais les moteurs fonctionnaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant à bord. Regardez les F-16, certains ont été perdus pour des problèmes moteurs. Regardez les F-35, il y a eu des petits couacs avec le moteur plus d'une fois. Et l'autre point très important pour le pilote, c'est la disponibilité de l'avion. Donc, comme vous le savez, un pilote tout seul ne sert absolument à rien. Un pilote n'est rien sans tous ses mécaniciens, sans tous les ingénieurs, sans toutes les personnes qui maintiennent en condition opérationnelle son avion. Et ce sont de nombreuses heures de travail qui sont nécessaires pour permettre une heure de vol. D'ailleurs, je salue tous les mécanos. Ce maintien en condition opérationnelle va avoir un impact direct sur la capacité du pilote en fait à aller faire sa mission. Et je pense ne pas être trop loin de la vérité si je vous dis que plus l'avion est technologiquement avancé et complexe, plus il est dur à maintenir en condition opérationnelle. Plus vous avez des systèmes qui peuvent tomber en panne et plus il va être fragile au sens militaire du terme. Faire un avion furtif, c'est une peau qui est très particulière. Le Rafale est discret, il y a des revêtements et des choses particulières qui sont réfléchies sur sa peau, et bien ça demande de l'entretien et ça a tendance des fois à vous augmenter la charge de travail. Et plus votre système est haut en techno, plus il va être compliqué à maintenir en état. Donc d'un point de vue pilote, on a plutôt tendance à préférer les avions simples. Vous avez moins de panne, vous avez moins de problématiques, moins de choses qui peuvent tomber en panne. Regardez le F-35, si le pilote il fait tomber son casque avant d'aller à l'avion, ça va mal se passer. Donc c'est dommage d'annuler un vol, voire de ne pas pouvoir faire une mission de guerre parce que vous avez fait tomber votre casque avant de partir en vol quand même. Alors pourquoi ce cas? Parce qu'en fait le casque est moulé pile poil à la bonne taille, de manière à vous permettre d'avoir les bonnes informations devant les yeux. Un F-35 a été perdu à cause d'un casque mal réglé quand même. L'autre point, c'est le concept ACE américain, ce concept agile qui veut en fait faire une sorte de guérilla aéronautique, qui veut dire qu'il va falloir pouvoir poser vos avions un petit peu partout. Les poser partout, les remettre en œuvre partout, encore une fois, c'est beaucoup plus simple avec un avion plus basique, avec un avion que vous pouvez gérer vous-même pour avoir fait des déroutements, des dégagements en rafale. C'est un avion qui est très simple à remettre en œuvre, le pilote peut refaire le plein, mettre de l'armement dessus, je m'y tenterai pas, mais gérer les choses de base avec un rafale, on est sur une logique voilà, d'un avion assez simple. On a moins de technologie qu'avec les avions comme le F-35 qui, s'il n'y a pas les mises à jour, s'il n'y a pas les downloads des informations, au bout d'un moment, va plus vous poser des soucis. Donc d'un point de vue mécanicien, d'un point de vue maintenance, d'un point de vue agilité, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant parce que les Américains travaillent dessus, je préfère le Rafale. Le dernier point, c'est le développement futur et l'intégration des avions de combat avec les Loyal Wingman, avec les drones, avec cet environnement sur le champ de bataille qui va être amené à évoluer avec la connectivité. Donc le Rafale sait faire, on a la liaison 16, à l'heure actuelle sur le champ de bataille en ce moment, il n'y a aucun souci avec le Rafale. L'étape d'après est déjà réfléchie par Dassault avec une augmentation de la connectivité. Là, faut pas se mentir, le F-35 a été réfléchi dès le début pour des gros débits, pour beaucoup de gestion de data. Donc je pense que le F-35 est plus adapté au champ de bataille du futur, puisqu'on est sur un programme qui a commencé beaucoup plus tard, avec une architecture d'un point de vue informatique qui a été pensée d'entrée de jeu pour ça. Donc il a les avantages de ces talons d'Achille, si vous voulez. Maintenant, on a vu avec le Super Étendard, on a vu avec le début du Rafale, rajouter une boîte, comme on dit, un boîtier externe, une tablette pour gérer des drones, pour gérer autre chose, eh bien c'est des choses qui ne sont pas forcément à intégrer directement dans l'avion. Si on veut pouvoir faire une intégration rapide, souvent ce qui se fait dans l'aviation de chasse, c'est on va vous rajouter, on avait ça par exemple sur Super Étendard, on va vous rajouter une sorte de tablette tactile. Cette tablette tactile, elle pourrait par exemple communiquer avec des drones. Vous avez votre Rafale standard F4, F5 qui marche très bien, et puis vous avez une tablette qui est reliée à un boîtier qui est en communication directe avec vos drones, et fin d'affaire. Et vous bypassez toute la complexité d'essayer de créer
un avion, un vecteur qui vous offre ça de manière native. Donc on en revient sur cette agilité également de développement. C'est extrêmement dur de savoir à quoi va ressembler le champ de bataille du futur. Par contre, et ça sera toujours la même chose que vous entendrez de la part d'un opérationnel, la seule vraie question que le pilote de chasse va se poser avant de devoir choisir son avion, c'est quel est l'objectif, quelle est la menace. Et c'est grâce à l'étude de l'état final recherché, de l'objectif, grâce à l'étude de la menace, que nous on pourra vous dire vraiment de quoi on a besoin. Face à des avions de 4e ou 4.5 génération, le Rafale, on y va les yeux fermés. C'est un excellent aéronef, aucune question à se poser, il va faire le job. Face à un environnement saturé en défense aérienne, quand je dis saturé, je dis vraiment saturé, avec du chasseur furtif en face, et bien là, forcément, on va peut-être plutôt vouloir privilégier d'y aller avec un avion qui a tout dans les soutes, qui est furtif, et qui va nous permettre d'atteindre le point de tir sans être détecté. Vous l'aurez compris, dans un monde idéal, vous voudriez à la fois des chasseurs furtifs et des chasseurs de 4.5 génération, et c'est pas un hasard. Si vous regardez les États-Unis, c'est exactement ce qu'ils ont. Si vous regardez les Chinois, c'est exactement ce qu'ils ont. Si vous regardez les Russes, c'est ce qu'ils aimeraient avoir. Et si vous regardez la France, eh bien nous avons ce concept sur lequel nous étions un petit peu en avance sur tout le monde avec le Neuron, qui est en train de revenir sur le devant de la scène, car un Rafale, accompagné par plusieurs drones furtifs avec des soutes, de mon point de vue, ça viendrait cocher toutes les cases. Et le bon point, c'est que c'est actuellement dans les tuyaux. N'oubliez pas que team, équipe, c'est un acronyme. Together, everyone achieves more, ou Together, everyone achieves a mission. Et ce concept dans l'aviation de chasse, c'est de travailler en équipe, de travailler en escadrille, en flottille, en patrouille. Donc avoir un Rafale non furtif, sans soute, accompagné par des drones furtifs avec soute, et bien perso, en tant qu'opérationnel, je signe tout de suite, car je pense qu'avec ça, on peut tout faire dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des exemples de cas précis d'attaque au sol, de défense aérienne, n'hésitez pas. On pourra vous faire une petite comparaison entre avions furtifs, avions non furtifs. Vous l'aurez compris, on a fait en fait comparaison avion de 4.5 versus avion de 5e génération. Et comme dirait Maverick, It's not the plane, it's the pilot. Allez, fly safe. Falke! Jawohl, Herr Reichsmarschall. Geben Sie mir eine Staffel Spitfire. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.